jury, présenté par Olivier Bost. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier grand jury de l'année. Je vous souhaite une excellente année 2025. Ce grand jury est en direct comme tous les dimanches sur RTL et sur Public Sénat. Bonjour Jean-Noël Barrot. Bonjour Olivier Bost. Vous êtes ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et également vice-président du MoDem. Nous allons donc parler des défis du monde pour cette année 2025 et des défis du gouvernement Bayrou pour les semaines qui viennent pour ne pas tomber à la première censure. Jean-Noël Barrot, vous revenez de Syrie, dont on ne sait pas encore si elle plongera dans l'islamisme le plus radical. Va-t-on en finir cette année avec les guerres en Ukraine et au Proche-Orient? Et puis les États-Unis, avec le retour de Donald Trump, seront-ils source de paix ou de désordre économique? Bienvenue dans ce grand jury, Jean-Noël Barrot. Merci beaucoup. À mes côtés pour vous interroger aujourd'hui, Perrine Tarnot de Public Sénat, Karl Meus du Figaro et Pauline Buisson qui nous rejoindra de M6. Dans ce grand jury, Jean-Noël Barrot, nous aurons une séquence questions express avec des réponses par oui ou par non. Nous aurons notre séquence, ça se passe au Parlement, le lieu de tous les dangers pour le gouvernement. Et puis il y aura un moment 2027 en fin d'émission car la question se pose déjà aujourd'hui. Après le macronisme, il y aura quoi ? Le grand jury, l'actualité de la semaine. Moins d'un mois après la chute et la fuite en Russie de Bachar el-Assad, vous revenez de Syrie, Jean-Noël Barrot, où vous étiez avec votre homologue allemande des affaires étrangères. Première visite de ce niveau diplomatique au nouveau pouvoir syrien. Vous avez rencontré son dirigeant, Ahmad El-Shara. Que retenez-vous de cette rencontre ? Première visite en réalité d'un ministre des Affaires étrangères depuis 15 ans. Parce que nous avons quitté Damas, quitté l'ambassade de France à Damas il y a 13 ans, au moment où les conditions de sécurité se dégradaient, quand Bachar el-Assad et son régime ont réprimé dans le sang la révolution de 2011. Ça, c'est pour le côté symbolique. Et c'est il y a quelques semaines, effectivement, que grâce à l'extraordinaire mobilisation du peuple syrien, un nouvel espoir est né. Un espoir fragile, mais un espoir réel. Et comme nous l'avons fait depuis 13 ans, eh bien, la France se tient aux côtés du peuple syrien au moment de concrétiser cet espoir. Et c'est la raison pour laquelle, il y a quelques semaines, j'ai envoyé une première mission à Damas pour reprendre possession de nos emprises diplomatiques. Et c'est pourquoi je me suis rendu avec ma collègue allemande, Annalena Baerbock, hier, à Damas, pour rencontrer les représentants de la société civile, les communautés, en particulier les communautés chrétiennes que nous soutenons depuis si longtemps, et puis les autorités de transition. Et parlez-nous de ce nouveau dirigeant islamiste radical. Ça veut dire quoi? Vous avez parlé avec qui? Nous parlons avec les autorités de transition pour leur passer des messages très clairs et très fermes sur nos attentes en matière de transition politique. Pour que la Syrie se redresse, il convient que toutes les communautés, toutes les composantes de la population, de la société syrienne soient représentées et prennent toute leur part. Et puis pour parler de nos intérêts français, de nos intérêts de sécurité, pour défendre les intérêts des Français. Et en particulier, s'agissant de la Syrie, la lutte contre le terrorisme de Daesh et la lutte contre la prolifération des armes chimiques. Voilà les messages que nous avons passés en engageant l'autorité de transition à se montrer rassembleuse dans son approche du redressement politique de la Syrie et à prêter une attention toute particulière aux intérêts de sécurité des Français et des Européens. On va revenir notamment sur les menaces terroristes. Perrine Tarnot. Une séquence a marqué les esprits. Le nouvel homme fort de la Syrie a refusé de serrer la main de votre homologue allemande. Vous avez donc échangé avec un homme qui a refusé de serrer la main d'une femme. Est-ce que j'aurais préféré que Ahmed El-Shara serre la main de ma collègue allemande? La réponse est oui. Est-ce que c'était là l'objet de ce déplacement? La réponse est non. Et je veux rappeler qu'il y a en Syrie aujourd'hui des dizaines de milliers de combattants terroristes de Daesh qui sont détenus dans des prisons dans le nord-est du pays. Je veux rappeler que suite à l'action du régime de Bachar el-Assad, il y a partout en Syrie des armes chimiques qui ont été conçues par ce régime, retournées par ce régime contre son peuple, qui sont disséminées et qui pourraient tomber entre de mauvaises mains. Si je ne me rends pas en Syrie, qui protégera les Français contre ces menaces, contre leur sécurité? Vous parlez d'un espoir fragile. Pourquoi fragile? Parce qu'on a connu, par le passé, en Libye, en Irak, des révolutions, des transitions qui se sont soldées par l'instabilité et par l'islamisme. Et c'est pourquoi nous sommes très attentifs, et nous le resterons dans les semaines qui viennent, pour que les premières déclarations
des autorités de transition, qui sont plutôt encourageantes, se traduisent dans des faits, dans des actes. Et nous les jugerons dans la durée. Ahmad al-Shara, donc le dirigeant actuel de la Syrie, le nouveau dirigeant, est un islamiste ou pas? Je suis lucide sur le passé d'Ahmed al-Shara, des groupes qui ont conduit au renversement du régime tortionnaire de Bachar al-Assad. Je sais aussi que certains de ces groupes, ont combattu Al-Qaïda et que certains de ces groupes ont combattu Daesh. Mais dans la Syrie nouvelle, qui est en train de se lever, il ne doit y avoir aucune place pour le terrorisme islamiste. Nous l'avons combattu en Syrie depuis 10 ans. Nous avons encore le 31 décembre frappé, bombardé une position de Daesh en mobilisant les moyens militaires français. Nous serons intraitables. Mais est-ce que vous avez eu des réponses rassurantes du nouveau régime au pouvoir sur Bien ces sûr, points? nous avons obtenu, à l'issue de cette discussion que nous avons menée à Damas, des assurances de l'autorité de transition qu'elle accueillerait prochainement une mission de l'Organisation d'interdiction des armes chimiques qui viendra détecter pour procéder à la destruction des stocks d'armes chimiques, je le rappelle, le chlore, le gaz sarin du régime de Bachar al-Assad. Donc on pourrait avoir un régime islamiste, mais pas terroriste. Ça, c'est possible. Nous voulons un avenir pour la Syrie qui permette à toutes les composantes de la société syrienne d'être représentées. C'est un gage de stabilité pour la Syrie, c'est donc l'intérêt de la Syrie, c'est l'intérêt de la région, puisque vous le savez, la Syrie était devenue un foyer d'instabilité majeur pour tout le Proche-Orient, et c'est l'intérêt des Françaises et des Français, parce que nous avons subi les conséquences de cette instabilité qui a provoqué l'une des plus grandes vagues migratoires vers l'Europe, qui a provoqué aussi l'essor du terrorisme qui a été instrumentalisé par le régime de Bachar al-Assad. Si nous voulons prévenir l'ensemble de ces dangers et de ces menaces, nous avons besoin d'une Syrie souveraine, stable et apaisée. Vous dites que vous avez obtenu des gages. Est-ce que vous avez obtenu des gages sur l'organisation d'élections? Est-ce que vous pouvez nous dire quand pourront être organisées des élections libres? Est-ce que vraiment on peut faire confiance dans ce nouveau dirigeant? Nous avons obtenu des gages sur la représentativité dans le processus qui va conduire à terme à réécrire la Constitution et à procéder à des élections. Quels sont ces gages? Eh bien, nous avons beaucoup insisté dans notre échange avec lui sur la place des femmes, sur laquelle vous m'interrogiez tout à l'heure. Et il s'est engagé auprès de nous pour que le comité préparatoire au dialogue national qui va s'enclencher dans les semaines qui viennent inclut en son sein des femmes. Ça n'était pas gagné à l'avance et c'est, je dirais, l'une des satisfactions que nous avons obtenues en nous rendant sur place. Aujourd'hui, la Syrie est toujours sous le coup de sanctions des Occidentaux. Est-ce que ces sanctions, selon vous, doivent être levées rapidement ou rester en vigueur? Quelle est votre position? Il y a des sanctions qui n'ont pas vocation à être levées. Celles qui, en particulier, touchent au régime de Bachar al-Assad et à ses dirigeants. Il y en a d'autres qui pourraient être levées assez rapidement, et notamment celles qui entravent l'accès de l'aide humanitaire aux populations syriennes. Pour le reste, c'est une discussion que nous avons initiée avec nos partenaires européens et qui dépendra du rythme par les autorités syriennes de transition, de la prise en compte de nos intérêts, et en particulier de nos intérêts de sécurité. Les monarchies arabes proposent d'aider la Syrie. Est-ce une chance ou un risque pour la stabilité du pays? Bon, l'avenir de la Syrie appartient aux Syriens. Et de ce point de vue-là, l'objectif de souveraineté affiché à la fois par l'autorité de transition, mais aussi par les représentants de la société civile et des communautés que nous avons rencontrées. Pour comprendre, c'est un pays dans quel état? C'est un besoin d'aide? C'est un pays qui a souffert dans sa chair des atrocités du régime de Bachar al-Assad, et je l'ai vu de mes yeux en me rendant dans la prison de Sednaya, véritable camp d'extermination, véritable abattoir humain du régime de Bachar al-Assad. Il faudra que justice soit rendue. Mais c'est un pays qui a aussi besoin d'un redressement économique. Il faut se représenter que le PIB, la richesse produite par la Syrie, a été divisée par 5 en 10 ans. Il faut se représenter que 50% des infrastructures ont été détruites sous l'empire de Bachar al-Assad. Et donc, pour se relever, la Syrie aura évidemment besoin d'aide, mais il est essentiel qu'aucune puissance étrangère ne vienne, comme l'ont fait trop longtemps la Russie et l'Iran, sous prétexte de soutenir des autorités ou de soutenir la Syrie, piller ce pays pour l'affaiblir encore. Puisque vous nous dites que le nouveau gouvernement, ce qu'il représente, ne représente pas a priori de menace, vous dites donc aux réfugiés syriens qui étaient venus depuis quelques années en France, vous pouvez repartir
ça sera en toute sécurité chez vous, pour vous? Ce que j'ai dit de ce nouveau gouvernement, c'est que nous le jugerons sur les actes et dans la durée. Ce que nous souhaitons, c'est qu'effectivement, cette Syrie souveraine, stable et apaisée permette aux Syriennes et aux Syriens qui ont fui par millions, 6 millions de Syriens ont fui le pays et fui la répression de Bachar Assad, qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, rentrer dans leur pays. Il y a certains réfugiés aujourd'hui qui vous demandent de pouvoir aller visiter leur pays sans perdre leur titre de séjour en France. Qu'est-ce que vous leur dites? Ils n'ont pas encore obtenu de réponse. C'est une situation à laquelle nous réfléchissons. Il y a des dérogations qui sont possibles dans certaines circonstances. Elles ont été accordées dans certains cas. L'objectif à plus long terme, évidemment, c'est qu'il soit tout à fait possible pour un Syrien qui le souhaite de rentrer en Syrie, quitte à renoncer à son statut de réfugié, puisque d'une certaine manière, il ne sera plus en danger. Visiter leur pays et revenir en France pour suivre. Comme je le disais, effectivement, lorsque vous êtes installé ici depuis de nombreuses années, lorsque vous êtes réfugié, c'est-à-dire lorsque vous avez obtenu la protection internationale de la France, vous êtes réputé ne pas vous rendre dans votre pays d'origine. Sinon, cela signifie qu'au fond, vous n'y étiez pas en danger. Dans une situation aussi particulière que celle que nous vivons, où nous avons un changement très rapide, il est légitime que certains Syriens qui ont le statut de réfugié souhaitent rapidement retrouver famille, retrouver leurs biens, leur maison, sans pour autant, parce qu'ils n'ont pas encore toutes les assurances, renoncer définitivement à la protection. Je vous le disais, il y a des dérogations, nous les examinons pour pouvoir les accorder lorsqu'elles sont légitimes. Et où en est le gel de l'examen des nouvelles demandes d'asile qui avaient été Là encore, c'est une décision de l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, qui attribue le statut de réfugié et qui, lorsque un grand bouleversement politique affecte un pays, suspend ses décisions le temps d'y voir plus clair. Donc il y a aujourd'hui 700 demandes d'asile syriennes qui sont à l'instruction par l'OFPRA et qui sont suspendues en attendant d'en savoir plus. Mais là encore, je veux le redire, nous avons en quelque sorte, avec les autorités de transition, eu un discours très, très ferme et très franc. C'est dans l'intérêt de l'autorité de transition de rassembler avec elle et à ses côtés toutes les composantes de la société syrienne, et notamment les Kurdes, qui ont aussi courageusement combattu le terrorisme de Daesh. Et c'est dans l'intérêt des Européens d'avoir cette Syrie stable et apaisée, pour que les Syriennes et les Syriens qui sont venus s'installer en Europe puissent, s'ils le souhaitent, rentrer dans leur pays. Les Kurdes qui sont toujours menacés par la Turquie, un des alliés de ce nouveau gouvernement provisoire de la Syrie. Est-ce que vous avez discuté de leur situation? Est-ce que vous avez obtenu là aussi des garanties pour la protection des Kurdes en Syrie? Ce que nous souhaitons, c'est que les Kurdes, qui ont été pour nous des alliés majeurs dans la lutte contre le terrorisme que nous avons livré sans relâche contre Daesh en Syrie, voient leurs droits respectés dans la nouvelle Syrie qui est en train de se lever. Cela suppose effectivement un dialogue tout d'abord entre les Kurdes et l'autorité de transition. C'est acté puisque depuis quelques jours, les chefs kurdes sont en dialogue avec l'autorité de transition et c'est une étape importante que nous avons facilitée. Pour la suite, nous serons très attentifs à ce que les intérêts, les droits des Kurdes à participer pleinement dans cette transition soient respectés, parce que ce sont des alliés pour nous et parce qu'aujourd'hui, ce sont les Kurdes qui protègent, qui défendent, si je puis dire, les prisons dans lesquelles se trouvent des dizaines de milliers de combattants terroristes. Vous avez évoqué justement le risque terroriste. En Syrie et en Irak, l'État islamique n'a pas disparu, je crois qu'on peut dire ça. La France a frappé des positions d'ailleurs de Daesh cette semaine en Syrie. Quelles sont exactement les forces de Daesh aujourd'hui ? Les forces de Daesh ont jusqu'à présent été repoussées par la combinaison du courage des Kurdes dans le nord-est de la Syrie et l'action de la France et des États-Unis qui, par des moyens militaires, ont repoussé ou est-ce que vous redoutez compromis toute résurgence, bien sûr, retour de califat, par exemple, quelque chose qui serait organisé? Si je me suis rendu en Syrie, c'est précisément parce que ce risque existe. Nous avons une Syrie qui était opprimée, qui était sous la coupe d'un régime tortionnaire et barbare. Nous avons, depuis quelques semaines, une transition politique qui crée évidemment une période d'instabilité et qui fait ressurgir le risque
d'une réapparition de Daesh. C'est pourquoi nous avons frappé le 31 décembre et c'est pourquoi je me suis rendu sur place pour réaffirmer la priorité absolue que nous attribuons à cette question-là. Est-ce que nous sommes en train de revenir à une situation 10 ans en arrière 10 ans, c'était les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Est-ce que vous craignez un retour des attentats en France ? D'abord, puisque vous citez Charlie Hebdo, je veux avoir un mot empreint d'émotion 10 ans après ce tragique attentat qui continue d'émouvoir les Français 10 ans après. Parce que cet attentat, au-delà de sa barbarie, a touché à ce que nous avons de plus précieux, la liberté d'opinion, la liberté d'expression et l'héritage des Lumières. Et je veux d'ailleurs dire que, en hommage à la mémoire de ceux qui ont été assassinés ce matin-là, nous accueillerons cette semaine au Quai d'Orsay Jules, un dessinateur de Charlie, pour croquer les ambassadrices et les ambassadeurs qui sont réunis toute la semaine comme une forme d'hommage. Mais 10 ans après, et je veux dire que 10 ans après, ouais. Nous continuons. Je suis Charlie est encore très fort, vous avez l'impression, en France. Quand on regarde par exemple les enquêtes, on voit que notre jeunesse est beaucoup moins attachée aux valeurs de liberté d'expression, de laïcité. Je crois que la société française dans son ensemble a été traumatisée par cet attentat et qu'elle est encore très émue. Et c'est pourquoi tant de manifestations vont apparaître cette semaine en mémoire de ceux qui sont tombés ce jour-là et en reconnaissance de ce que représente Charlie. Quant à nous, eh bien, nous continuons à lutter inlassablement contre le terrorisme de Daesh. Je vous l'avais dit, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons frappé le 31 décembre dernier, nous avons bombardé des positions de Daesh en Syrie. Je me suis rendu sur place avec comme priorité de réaffirmer que nous serons absolument intransigeants s'agissant de la lutte contre Daesh et nous ne relâcherons pas nos efforts. On va parler à présent de la situation d'Israël. En 14 mois, Israël a mené une guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza, contre le Hezbollah au Liban, contre la puissance militaire de la Syrie et puis surtout une guerre contre l'influence générale de l'Iran dans la région. Dites-vous qu'Israël est en train de gagner toutes ces guerres déclenchées en réponse au massacre du 7 octobre ? Ce que je veux dire, c'est que la position de la France est constante à ce sujet. Israël a le droit de se défendre et dans le respect du droit international. Et c'est pourquoi nous avons systématiquement condamné toutes les violations par Israël du droit international. Les privations d'accès à l'aide humanitaire, le ciblage des civils, le ciblage des casques bleus de la finule. Donc, ce qui veut dire que ce que vous retenez de ces 1 an et quelques ce que je mois retiens de guerre menée par Israël, ce sont ces écarts. Non, ce que je retiens, c'est évidemment le cessez-le-feu au Liban, qui a fait la démonstration que dans cette région, le dialogue et la négociation peut primer sur la force. Oui, mais pardonnez-moi. Ce cessez-le-feu que la France a porté, que la France en réalité a initié, et le premier moment depuis le 7 octobre, depuis le pogrom du 7 octobre, où les armes se taisent. Et cela montre que la stabilité de la région ne passera pas par la force et la brutalité, mais par le dialogue et la diplomatie. Où en sont les négociations pour la libération des otages détenus par le Hamas à Gaza, parmi lesquels il y a des Français ? Est-ce que vous avez de leurs nouvelles ? Je vous remercie de rappeler le sort de nos 2 compatriotes, Ofer Calderon et Ohad Yahalomi, qui sont détenus depuis plus d'1 an maintenant dans l'enfer des tunnels de Gaza. Nous appelons au cessez-le-feu immédiat à Gaza, à la libération inconditionnelle de tous les otages, à l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire. C'est la position constante de la France que nous réitérons à tous les niveaux aux autorités israéliennes. Sur ce sujet, nous avons des espoirs, ils sont minces, qu'un accord puisse être trouvé entre Israël et le Hamas pour qu'une telle libération puisse avoir lieu. Nous continuons à exercer les pressions nécessaires pour que cela puisse advenir. Malheureusement, ça ne dépend pas que de nous. Perrine Tardon. Israël avance aussi ses troupes en Syrie sur le plateau du Golan. Est-ce que vous dénoncez, vous, cette occupation illégale au-delà de la zone tampon démilitarisée qui a été fixée en 1974 et selon vous, quelles sont aussi les intentions d'Israël ? Face au bouleversement en Syrie, nous comprenons
qu'Israël s'inquiète de ses intérêts de sécurité. Intérêts de sécurité qui sont d'ailleurs, comme les nôtres, menacés notamment par la prolifération des armes chimiques. En revanche, la souveraineté, l'intégrité territoriale de la Syrie doit être préservée. C'est une condition de la stabilité de la Syrie et donc de la région. Donc vous demandez et c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle nous demandons à Israël de se replier derrière la ligne qui a été fixée en 1974 pour mettre fin à cette violation du droit international. Parce que les violations du droit international, comme nous avons pu le constater depuis 1 an et demi bientôt, ne conduisent en aucun cas à la stabilité dans la région. Est-ce que vous pensez que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, cherchera un jour la paix? Vous voyez ce que je veux dire? Et politiquement porté par la guerre. Voilà. Est-ce que politiquement, son intérêt, c'est d'aller vers la paix ou de continuer la guerre? Je crois que personne n'a intérêt à un embrasement du Proche-Orient. Ni Israël, ni le Liban, ni la Syrie, ni les partenaires arabes de ces pays, et ni évidemment la France et l'Europe. C'est pourquoi nous déployons tous nos efforts au Liban depuis bientôt maintenant 1 an, et en Syrie désormais, pour faire en sorte que la situation se stabilise, toujours avec à l'esprit les intérêts des Français, leurs préoccupations en matière d'immigration, en matière de sécurité. Il y a un soutien très fort américain qui a été annoncé ce matin avec la vente de 8 milliards de dollars d'armes à Israël. Qu'est-ce que vous pensez de ce soutien américain? Ce que je pense, c'est que les armes doivent désormais se taire au Proche-Orient et qu'elles doivent céder la place à la diplomatie et au dialogue. Je le redis, regardez ce qui s'est passé au Liban. Il y a 1 mois, nous avons obtenu, après des semaines et des semaines d'efforts, qu'un cessez-le-feu puisse advenir. Ce cessez-le-feu, il est fragile, mais il tient. Il a permis un désarmement progressif du Hezbollah dans le sud du Liban. Il a permis un retrait progressif d'Israël du sud du Liban. Il faut encore aller beaucoup plus loin. Mais voilà un exemple de la manière dont nous pouvons, par la négociation et par la diplomatie, notamment la diplomatie française, faire avancer la région dans la bonne direction. Pour parler des États-Unis, Donald Trump demande à l'Europe d'acheter de grandes quantités de gaz et de pétrole, sinon il engagera une guerre commerciale avec des droits de douane. Que répondez-vous à Donald Trump qui revient à la Maison-Blanche le 20 janvier? Je crois que personne n'a intérêt à une guerre commerciale entre l'Union européenne et les États-Unis, et surtout pas les États-Unis. Donc vous n'y croyez pas? Ce serait même une lourde erreur. Pourquoi? Parce qu'une telle guerre pénaliserait gravement les très nombreuses entreprises américaines qui sont aujourd'hui installées en Europe et qui devraient donc payer des droits de douane lorsqu'elles réexportent leur production vers les États-Unis. Et ça nuirait gravement au pouvoir d'achat des classes moyennes américaines, qui devraient payer, y compris des biens de première nécessité, beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Donc ça n'a pas de sens. Mais vous connaissez le raisonnement de Donald Trump, c'est de dire que l'Europe doit rattraper quelque part son déficit. C'est-à-dire qu'il y a 150 milliards d'euros de déficit commercial pour les États-Unis. Vous avez raison, mais il y a un excédent dans l'autre sens. Donc il y a un déficit, c'est-à-dire qu'il y a plus d'exportation de l'Europe vers les États-Unis que des États-Unis vers l'Europe, mais il y a plus d'investissement des États-Unis vers l'Europe que réciproquement. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a plus d'investissements parce qu'il y a beaucoup d'entreprises américaines qui sont en Europe. Si nous entrons dans une guerre commerciale, qui seront les premières victimes? Eh bien, ce seront les entreprises américaines aujourd'hui installées en Europe. Notre vin, notre luxe, il y a les voitures allemandes, par exemple, aussi, qui pourraient faire les frais de cette guerre commerciale. Je comprends bien, mais vous voyez que les intérêts américains seraient les premiers concernés, y compris ceux qui sont en Europe. Donc je pense que ce serait une lourde erreur et ça porterait une grave atteinte aux intérêts américains. Qui ira américains. à l'investiture de Donald Trump dans 15 jours? Vous? Ça n'est pas une décision qui est aujourd'hui actée et vous me réinviterez. Ça pourrait être Emmanuel Macron? Tout est possible. Mais c'est important d'être à l'investiture de Donald Trump. Il faut engager avec lui des relations diplomatiques. Bien sûr. Vous savez, ça fait plus de 2 siècles que nous avons des relations les meilleures avec les États-Unis d'Amérique. Rappelons-nous que c'est à 19 ans que le jeune Lafayette est monté sur le navire La Victoire pour aller libérer les Américains du joug britannique. Et rappelons-nous en sens inverse. Sans remonter jusque-là, Donald Trump. Pardon. Donald Trump je comprends bien, Olivier Bost, de manière assez particulière. Je comprends bien, Olivier Bost, qu'on a en France assez peu, je dirais, d'estime ou trop peu d'estime pour le général Lafayette. Mais sachez que le général Lafayette aux États-Unis est une véritable star. Et c'est à 19 ans que les combattants
américains sont venus libérer notre pays. On s'en est rappelé une nouvelle fois, 80 ans après, sur les plages du débarquement. Et nous avons survécu à 59 élections américaines. Je crois que nous survivrons à la 60e, surtout que nous avons connu Donald Trump, président des États-Unis, que le président de la République a déjà travaillé avec lui et qu'il le reviendra à nouveau. Celui qui traverse facilement l'Atlantique, mais dans l'autre sens, c'est le premier soutien de Donald Trump, Elon Musk, et il s'immisce toujours plus dans la politique européenne. Notamment, il appelle en Allemagne à voter pour l'AfD, le parti d'extrême droite, lors des prochaines législatives. Il soutient aussi l'extrême droite en Angleterre, en Italie. Que pensez-vous de ces positions politiques d'Elon Musk ? Chacun a le droit d'avoir les positions qu'il souhaite. Évidemment, lorsque on participe à un gouvernement, on aspire à y participer, ces prises de position prennent une dimension un peu particulière. C'est de l'ingérence ou pas ? Alors, soit c'est un exercice de communication qui vient un peu perturber, notamment en Allemagne, un processus électoral, et c'est très regrettable. Soit c'est un choix assumé, notamment vis-à-vis de l'AfD, qui est un parti d'ultra-droite qui flirte avec les idées néo-nazis. Et alors, il faudra que le parti républicain, aujourd'hui au pouvoir aux États-Unis, assume de lier son destin avec celui d'un parti qui représente tout ce que le parti républicain a toujours combattu. Vous n'avez pas tranché cette question ? Franchement, quand vous regardez Elon Musk agir aujourd'hui, c'est pas de l'ingérence pure et dure qu'il est en train de faire en Europe ? Je vais vous dire ce qui me préoccupe. Avec quand même des moyens, comme par exemple son réseau social X. Voilà, merci de le rappeler. Je crois que c'est là que se situe la préoccupation qui doit être la nôtre. La démocratie est un trésor fragile. Le débat public est un trésor fragile. Nous ne pouvons pas accepter que le débat public, que le débat électoral se délocalise sur des plateformes de réseaux sociaux dont les règles sont fixées par des milliardaires américains ou chinois et qui sont instrumentalisées par les ennemis de la démocratie pour nous fragiliser. Donc en période électorale, est-ce qu'il faudrait fermer ce type de plateforme ? Écoutez, nous avons déjà... Est-ce que la question se pose aujourd'hui ? Non, la question ne se pose pas. Et je vais vous dire pourquoi. Mais est-ce qu'elle devrait Parce que sous l'impulsion de la France, nous avons édicté pour l'Europe les règles les plus strictes du monde en matière de contrôle des réseaux sociaux. Ce sont des règles nouvelles qui commencent à être mises en œuvre. Nous les avons fait adopter en 2022 lorsque la France présidait l'Union européenne. Que disent-elles ? Elles disent que les plateformes de réseaux sociaux doivent lutter activement contre la désinformation et doivent prévenir toute atteinte au débat public, sous peine de lourdes amendes, qui peuvent aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires des entreprises concernées, sous peine, le cas échéant, de bannissement de l'Union européenne. Mais est-ce que la puissance, aujourd'hui, économique, technologique, d'un Elon Musk vous inquiète ? Ce que je souhaite, puisqu'on parle des réseaux sociaux, et on a vu ce qui s'est passé en Roumanie, avec la manipulation de TikTok par des puissances étrangères, c'est que les règles que nous avons choisies, que nous nous sommes données démocratiquement, soient appliquées. Donc j'en appelle, mais très solennellement, à la Commission européenne, pour que sa main ne tremble pas, et pour qu'elle fasse appliquer de manière très ferme les règles que nous nous sommes données. C'est-à-dire que ce n'est pas le cas aujourd'hui, et que par exemple pour X, avec tout ce qu'on a vu, tout ce qui s'est passé, ou pour TikTok, la réponse européenne est insuffisante. Il y a des enquêtes qui ont été ouvertes sur X et sur TikTok. Elles doivent maintenant aboutir et elles doivent conduire, je dirais, il est avéré que ces plateformes ont conduit à manipuler le débat public, eh bien, il faut que les sanctions soient prises et qu'elles soient appliquées fermement. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, est notre invité. Il est également vice-président du MoDem. Nous allons donc parler de politique et du gouvernement. Comment faire pour passer le printemps ? À tout de suite. Le grand jury RTL Le Figaro Public Sénat M6. Peugeot. Envie de bien démarrer l'année ? En janvier, venez choisir la Peugeot qui vous ressemble. Citadine agile, berline élégante ou SUV affirmée. Motorisation électrique, hybride ou thermique, chez Peugeot, vous avez tous les choix. Et pour vous décider encore plus facilement, Peugeot vous offre jusqu'à 5 000 € d'avantages clients pour la reprise de votre véhicule. Alors rendez-vous vite en point de vente ou sur Peugeot.fr. Offre valable pour toute commande d'une Peugeot neuve, réservée aux particuliers jusqu'au 31 janvier. Conditions sur Peugeot.fr. Pensez à covoiturer. À tous ceux qui ne parleront qu'en présence de leur premier café du matin. À ceux qui ouvriront les yeux uniquement après le deuxième. Et à ceux qui se rendront compte après 3 cafés qu'en fait c'est le week-end et qui iront se recoucher. Dès mardi chez Intermarché, pour l'achat de 2 paquets de café moulu classique carte noire à 7,68 € le lot, le 3e est offert. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 19 janvier, par 3, 1,5 kg, soit 10,24 € le kilo au lot. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras à les sucrés. RTL.
RTL, il est 12h30. Toutes les infos qui comptent, c'est avec vous, Lou Momège. Bonjour Lou. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Marine Le Pen en visite à Mayotte pour 2 jours. Le département le plus pauvre de France est toujours exsangue 3 semaines après le passage du cyclone Chido. Et alors que Mayotte subit une forte pression migratoire venue des Comores, la députée RN rencontre un vrai succès sur l'île. 59% de la population avait voté pour elle au second tour de la présidentielle de 2022. À Antibes, c'est la fermeture aujourd'hui d'un lieu emblématique, le Marineland, célèbre parc aquatique qui ouvre une dernière fois ses portes au public. Depuis 2021, les spectacles de cétacés sont interdits en France. C'est donc pour des raisons de bien-être animal que Marineland ferme. Aurélie, une ancienne salariée, a quand même tenu à faire ses adieux. C'était le dernier jour, donc ça me tenait à cœur de venir. En plus, j'ai travaillé il y a longtemps ici, donc du coup, je voulais absolument être là pour la dernière. Parce que ça fait bizarre de se dire que ça va se terminer et on aurait voulu que ça continue. Parce que quand on vient, qu'on a l'habitude de venir, on est toujours très ému de voir ce qui se passe, mais là, la dernière, elle pique un peu. Déjà, pour soutenir un peu tout le monde, pour dire au revoir à tout le monde et puis pour vraiment clôturer le chapitre. Témoignage au micro de Marie Bonnet-Blanc, Marineland qui employait une centaine de salariés pour s'occuper de près de 4000 animaux. Les agriculteurs de la coordination rurale vont-ils manifester à Paris ? Ils espèrent en tout cas gagner la capitale d'ici demain, malgré l'interdiction de la préfecture de se rassembler. Les syndicats agricoles doivent rencontrer le Premier ministre François Bayrou le 13 janvier, mais certains veulent avancer le rendez-vous. Une victoire française en tennis. Alexandre Müller vient de remporter son premier titre sur le circuit ATP à Hong Kong. Une victoire en finale contre le japonais Alexandre Nishikori. 3 matchs en Ligue 1 à suivre à 15h. Angers, Brest, Lens, Toulouse, Strasbourg, Auxerre. Puis à 20h45, l'OM reçoit le Havre. Ce sera à suivre dans RTL Foot, votre émission avec Karine Galli, ce soir de 20h à 23h. Pour la météo cet après-midi, on continue avec des températures plus douces, mais des pluies et du vent assez forts au nord de la Seine. Un temps plus ensoleillé dans les 2 tiers sud. Attention quand même dans les départements de la Loire et du Rhône. Alerte orange au vent violent à partir de 21h. Dans un instant, vous retrouvez Olivier Bost pour le grand jury RTL Le Figaro Public Sénat M6. Il reçoit ce midi Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Docteur, c'est terrible. Je ne sais d'hésiter entre la qualité ou le prix ou la qualité. Je suis totalement perdu. Aidez-moi. Écoutez, Madame Latsou, je ne vois qu'un seul traitement. Akena. Akena ? Quel rapport ? Le rapport qualité-prix, Madame Latsou. Vous savez, chez Akena, il n'y a pas mieux que ce soit pour les vérandas, les carpores ou les pergolas. C'est bon, Doc. Je suis guéri. Akena, la reine des vérandas. Et les pergolas. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, il est à 89 centimes. L'avocat ? Eh oui, et dès demain chez Lidl, ils font l'avocat à 89 centimes. Quoi ? 89 centimes la pièce chez Lidl. Mais c'est pas vrai ça. C'est l'avocation de Lidl, non ? Tu sais quoi ? Avec un avocat à 89 centimes, il y a plus de justice. Et on est juste mal. Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidl-est-moins-cher.fr. Catégorie 1, origine Maroc, Colombie ou Israël. Plus d'informations sur lidl.fr. RTL. Suite du grand jury, présenté par Olivier Bost. Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et également vice-président du MoDem, est notre invité. À mes côtés pour vous interroger, Perrine Tarnot de Public Sénat et Pauline Buisson de M6. Le grand jury, ça se passe au Parlement. Parce que c'est au Parlement que se jouera l'avenir du gouvernement de François Bayrou. Qu'est-ce qui change par rapport au gouvernement de Michel Barnier, auquel vous apparteniez aussi? C'est toujours le Rassemblement national qui a le droit de vie ou de mort sur l'équipe gouvernementale? D'abord, vous avez raison de rappeler que c'est au Parlement que tout va se jouer. Parce que c'est désormais le Parlement qui, d'une certaine manière, détient les pleins pouvoirs. Le gouvernement est là pour initier, impulser, et puis ensuite mettre en œuvre. Mais c'est au Parlement de prendre ses responsabilités et de trancher au service des Français, pour donner à la France un budget, pour avancer sur la question de l'agriculture et sur les questions de sécurité, notamment sur lesquelles les attentes des Français sont très importantes. Mais dans ce pouvoir qui est au Parlement, est-ce que le Rassemblement national garde un pouvoir supplémentaire qui est celui de pouvoir faire tomber aujourd'hui le gouvernement ?
Je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui une majorité pour bloquer le pays. Je crois au contraire que la censure a montré, parce qu'elle a provoqué une inquiétude profonde et une inquiétude légitime dans le pays, qu'il fallait désormais que chacun prenne ses responsabilités. Je crois qu'il y a une majorité pour éviter le blocage, que c'est une majorité qui s'ignore et que le rôle du gouvernement aujourd'hui, c'est de la révéler. Donc vous ne pensez pas qu'une motion de censure arrivera dans les 10 jours qui viennent? Je crois que nous ne pouvons pas nous permettre le luxe du blocage du pays. Je rappelle que la guerre est à nos portes, nous en avons parlé, que la planète est en ébullition, que la Chine et les États-Unis nous prennent de vitesse, que notre démocratie est prise d'assaut, et que dans ce contexte, la division nous fragilise et l'instabilité nous affaiblit. Malgré tout, il y a un sondage qui indique que près d'un Français sur deux est favorable à une motion de censure à l'issue de la déclaration de politique générale. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Qu'est-ce que vous faites pour l'éviter? Je crois qu'il faut rappeler très simplement que la censure a des conséquences très lourdes. Elle décale, elle reporte un certain nombre de décisions et un certain nombre d'investissements au service des Français. C'était déjà votre position avant la première censure, ça n'a pas empêché cette censure d'être votée. Sauf que la conséquence de la censure, c'est qu'on s'aperçoit que la censure a des conséquences. Et notamment le fait que les collectivités locales, en l'absence d'un nouveau budget, d'un budget pour la France, ne peuvent pas investir, que le réarmement de notre police, de notre armée, de notre justice doit attendre, que le prêt à taux zéro qui devait être étendu ne l'est toujours pas, et qu'on ne peut pas recruter dans les EHPAD. Voilà quelques exemples de ce que la censure produit dans le pays. C'est pourquoi nous ne pouvons pas attendre. C'est d'ailleurs la même raison qui a poussé le Premier ministre, François Bayrou, à choisir de repartir pour la discussion budgétaire de la copie où nous en étions arrêtés, parce que nous ne pouvons plus attendre pour donner à la France un budget. Vous dites on ne peut pas attendre, donc il va falloir élargir votre majorité. Quelles concessions aujourd'hui vous êtes prêts à faire pour notamment demander aux socialistes de voter une partie du budget, ou en tout cas de ne pas voter une motion de censure? Dès demain, Éric Lombard recevra tous les groupes politiques qui le souhaitent s'agissant du budget de l'État. Et puis Catherine Vautrin pour le budget de la sécurité sociale. C'est tout l'enjeu de ces discussions. Faire en sorte de révéler, si je puis dire, cette majorité qui s'oppose à un blocage du pays. Mais justement, la porte-parole du gouvernement a dit l'objectif de déficit public sera fixé justement après ces discussions avec les groupes politiques. Est-ce que ça veut dire que la limite qui était de 5,4% de déficit, qui était à peu près fixée, pourrait être outrepassée? Est-ce que ça veut dire qu'on revoit un peu les objectifs en matière budgétaire? Mais je souscris tout à fait à ce qu'a dit la porte-parole du gouvernement, et je le redis. C'est au gouvernement d'initier, d'impulser, et c'est aux parlementaires, et je le dis devant les parlementaires qui sont présents dans votre studio ce matin, de trancher et de décider en responsabilité. Mais ça veut dire que le déficit n'est pas établi, vous ne partez pas avec un chiffre à obtenir. C'est-à-dire que Michel Barnier avait dit, lui, moi, il me faut faire 60 milliards d'euros d'économie. Là, la logique est inverse, c'est-à-dire on voit à quel chiffre on peut arriver globalement en se mettant d'accord avec les groupes politiques. C'est bien ça le principe. François Bayrou, le Premier ministre, a fixé la méthode. C'est le respect, c'est l'écoute et c'est le dialogue. On ne va pas préempter les décisions qui doivent être concertées avec les forces politiques. C'est tout l'enjeu de ces consultations qui vont commencer. Mais est-ce qu'il faut quand même donner des gages aux oppositions? Et sur quel point exactement? Vous n'avez pas, vous, de propositions à faire aux oppositions? Par exemple, on parle beaucoup de la réforme des retraites. Est-ce qu'il faut geler cette réforme des retraites telle qu'elle a été adoptée en 2023? C'est aux parlementaires et à leurs représentants, à leurs chefs, qui vont se présenter devant les ministres que je viens de citer, de faire leurs propositions, dans un esprit, je l'espère, constructif. Pas en venant aligner les lignes rouges, mais en venant faire des propositions. Je le redis, j'entends ce que vous me dites sur les sondages, sur la censure, etc. D'abord, je voudrais redire qu'on ne gouverne pas avec des sondages, on gouverne avec du courage. Et c'est vrai pour le gouvernement, mais d'une certaine manière, c'est vrai au Parlement. Et donc, il faut aborder cette phase de consultation dans un esprit de responsabilité. Imaginez si nous privions pour la deuxième fois consécutive la France d'un budget. Quelles seraient les conséquences pour les Français très directement, pour l'image de la France dans le monde, pour notre capacité à défendre nos intérêts? Ce serait tout simplement tragique. Jean-Noël Barrot, vous, ministre des Affaires étrangères, vous aviez concédé 1 milliard d'euros d'économies sur votre ministère dans la version du budget de Michel Barnier que reprend François Bayrou. Est-ce que vous êtes prêt à aller au-delà pour participer à l'effort?
Vous savez, le ministère des Affaires étrangères a été, comme vous le dites, fortement mis à contribution. Trop ou pas? Nous avons veillé à sauvegarder les moyens qui nous permettent de transformer ce ministère, notamment les moyens en termes humains, les ETP, comme on dit dans le jargon budgétaire, les postes qu'on nous avait promis et qui sont essentiels pour réarmer notre diplomatie et défendre les intérêts des Français partout dans le monde. Ensuite, je crois que notre responsabilité, et je vous remercie de me donner l'occasion de le faire ce matin dans votre studio, c'est de rappeler que le ministère des Affaires étrangères ne traite pas que de questions lointaines, mais traite de questions qui touchent très directement aux préoccupations des Françaises et des Français, telles que mesurées par les sondages notamment. Je parle de l'immigration, je parle de la sécurité, je parle du pouvoir d'achat et de la sécurité des approvisionnements, je parle de la lutte contre la désinformation. Mais à propos d'immigration, justement, est-ce que c'est pas contradictoire de baisser l'aide au développement, parce que c'est principalement l'économie qui est réalisée sur votre ministère, alors que vous voulez justement en faire un levier pour lutter contre l'immigration clandestine, pour que les pays reprennent leurs ressortissants? Vous avez raison, c'est un des leviers à partir desquels nous pouvons obtenir des pays d'origine un certain nombre d'avancées. Donc vous désarmez l'un de vos leviers. Je veux d'abord rappeler qu'après plusieurs décennies de désarmement, le président de la République a décidé, et les gouvernements précédents, de réarmer ce ministère, et les budgets de l'aide publique au développement ont augmenté très considérablement ces dernières années. Mais nous voilà face à un exercice budgétaire qui nous impose un certain nombre d'efforts. Et comme François Bayrou l'a toujours dit, si je puis dire, ça n'est pas qu'une question comptable, ça n'est pas qu'une question financière, c'est une question morale. C'est d'ailleurs la question qui se pose dans les familles françaises quand les fins de mois sont difficiles. On fait un peu d'effort à la dépense. Eh bien, tous les ministères doivent faire cet effort à la dépense. Et je crois que les fonctionnaires de ces ministères, leurs directeurs, sont eux aussi conscients qu'on ne peut pas laisser dériver les finances publiques comme ça. Alors, lors de ses vœux, Emmanuel Macron a dit qu'il demanderait aux Français de trancher des sujets déterminants. Donc, on imagine donc un recours à un ou des référendums. Sur quel sujet souhaitez-vous que le président consulte les Français? C'est une prérogative du président, du Premier ministre, que de définir les sujets. Oui, mais vous pouvez avoir des idées. Je considère que ça n'est jamais une mauvaise idée que de consulter les Français. Il y a plusieurs possibilités. Il y a le référendum, les référendums, puisqu'il y en a plusieurs types. Il y en a d'autres. Et je ne fais pas partie de ceux qui minimisent l'intérêt et l'impact qu'ont eu certaines initiatives prises ces dernières années. Par exemple. Le grand débat national, les consultations citoyennes. Je crois que nous avons besoin de mieux articuler. Qui n'ont donné aucun résultat. Je ne fais pas partie de ceux qui partagent cet avis. Puisque les conclusions n'ont jamais été vraiment reprises. Les conclusions du grand débat national, je suis heureux qu'on puisse ouvrir ce débat, j'en donnerai 3. La première, vous vous souvenez des revendications des Gilets jaunes répercutées dans les cahiers de doléances, c'était les impôts. À l'automne suivant, nous avons baissé l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros. La deuxième revendication, c'était l'énergie, l'environnement, etc. Nous avons créé la Convention citoyenne pour le climat. Avec la troisième, pour ceux qui ont participé. La troisième revendication, qui était parfaitement légitime, c'était l'abandon des zones périphériques et des zones rurales. Et c'est la création des maisons France Service qui est venue répondre à ça. Nous n'avons pas tout résolu avec le grand débat national. Je parle de méthode. Et j'ai salué, nous avons salué, chaque fois que des initiatives ont été prises, cet effort qui consiste à associer les Françaises et les Français aux décisions qui sont prises en leur nom. Les Français ont besoin de débattre de quoi en 2025? Un certain nombre, oui, sur tout sujet. De l'immigration, il est toujours utile. Bruno Retailleau souhaiterait un référendum sur l'immigration. Est-ce que vous y êtes favorable? Parlons des affaires étrangères. Je crois que nous avons besoin, plus que jamais, d'associer les Françaises et les Français aux décisions que nous prenons, aux positions qui sont celles de la France dans un certain nombre de régions du monde qui peuvent paraître éloignées, mais où se conditionne la réponse à leurs préoccupations. Donc vous souhaiteriez une convention citoyenne sur la question des relations internationales? Je souhaite qu'effectivement l'année 2025 permette plus que jamais d'associer les Français, y compris à certaines décisions qu'ils peuvent considérer comme étant éloignées de leur quotidien. Vous pensez à quelle décision, par exemple? Là, je ne vous suis pas. Vous me parlez de méthode, je vous réponds sur la méthode. Je suis un démocrate, je considère que pour que vive la démocratie, il faut que les citoyens soient pleinement conscients des enjeux et qu'ils puissent à leur tour exercer la responsabilité. Je crois d'ailleurs qu'il faut que la démocratie
qu'on appelle participative, c'est-à-dire que l'opinion des citoyens soit mieux articulée avec le travail des parlementaires, avec le travail des ministres et du gouvernement, et que tout cela peut être utile pour devenir une belle résolution. Sur la question des référendums, les Républicains, qui sont donc votre allié au sein de ce gouvernement, souhaitent un référendum sur l'immigration. Est-ce que vous y êtes favorable ? Je le dis, et je pense savoir, pour l'avoir accompagné pendant de nombreuses années, que François Bayrou est également favorable à cette idée, qu'il n'est jamais vain de solliciter l'avis des Français. Même chose pour la mise en place de la proportionnelle, par exemple, ça pourrait être l'objet d'un référendum ? Ça pourrait être l'objet d'un référendum. C'est au Premier ministre qu'il appartiendra de définir ce chemin. C'est un combat qu'il a porté depuis longtemps, c'est un combat que j'ai porté avec lui, et peut-être que vous me permettrez de prendre quelques secondes pour expliquer pourquoi. La proportionnelle a 2 avantages majeurs. Le premier avantage, c'est qu'avec un scrutin proportionnel, chaque voix compte. Alors que c'est beaucoup moins vrai du scrutin tel qu'il existe aujourd'hui. Vous savez, pour les députés, on vote une première fois, on élimine, puis ensuite il y a un deuxième tour. Et souvent, les électeurs se sentent lésés ou alors ne comprennent pas très bien pourquoi leur voix n'est pas prise en compte. Avec la proportionnelle, les choses sont beaucoup plus transparentes et l'impact du vote est plus fort. Et le deuxième avantage, c'est que la proportionnelle conduit les forces politiques, sans se renier, à adopter une attitude beaucoup plus constructive, parce qu'ils voient dans les autres forces politiques un partenaire potentiel plutôt qu'un ennemi à abattre. Vous pensez vraiment que dans la perspective de... Excusez-moi, mais ça ferait un sujet de référendum ? Je crois que nous avons une urgence, si je puis dire, c'est le budget et sans doute quelques autres textes, à commencer par Mayotte et par l'agriculture. Mais je souhaite en tout cas qu'en 2025, nous puissions avancer sur ces questions démocratiques. Et à quel type de proportionnel êtes-vous favorable ? Parce que là, on a vu que le Rassemblement national défend désormais une proportionnelle avec une prime majoritaire. Il y a plusieurs formules possibles. Celle que nous avons pu défendre par le passé consiste à maintenir l'échelon territorial du département, par exemple, en faisant en sorte que la proportionnelle se joue à ce niveau-là. C'est une discussion qui doit avoir lieu entre les forces politiques. Mais je constate que ce combat qui a été celui de François Bayrou pendant longtemps, celui du MoDem, est aujourd'hui partagé par un grand nombre de forces politiques. Et donc j'ai bon espoir, même si je le redis, nous avons des urgences dans les prochaines semaines, bon espoir que nous puissions avancer. Vous avez évoqué Mayotte, où se rend aujourd'hui Marine Le Pen pour une visite de 3 jours. Sur place, les habitants sont amers vis-à-vis de l'État. Les annonces de François Bayrou divisent notamment sa volonté de ne pas reconstruire des bidonvilles qui représentent quand même 40% de l'habitat de ce département. Comment empêcher que les bidonvilles refleurissent sur toutes les collines de Mayotte, et comment surtout regagner la confiance des Mahorais ? Alors, je ne vais pas me substituer au Premier ministre ni au ministre des Outre-mer. Mais je voudrais dire que ce qui s'est produit à Mayotte est une tragédie qui appelle la solidarité de la nation tout entière, et que le gouvernement s'est pleinement mobilisé pour bâtir, sous l'autorité du Premier ministre, le plan Mayotte debout, qui permet à la fois de répondre à l'urgence sur l'accès à l'électricité, à l'eau, à l'éducation, à la santé, au réseau de télécommunications, mais aussi de commencer à préparer la reconstruction de l'île qui prendra plusieurs années. Je veux aussi d'ailleurs insister sur le fait que François Bayrou a souhaité nommer un ancien Premier ministre comme ministre des Outre-mer et de l'élever au rang de ministre d'État, ce qui témoigne de l'attention et de l'importance qu'il accorde à ce sujet-là. Et je crois d'ailleurs, puisque vous citez le déplacement que Marine Le Pen, qu'elle-même a salué le plan Mayotte debout du gouvernement. Comment vous percevez cette visite ? Vous dites c'est de la récupération politique, vous dites c'est bien qu'elle y aille. Comment vous vous positionnez ? Vous savez, je ne vais pas commencer à commenter les déplacements de Madame Le Pen. Je crois que toute la nation doit faire œuvre de fraternité dans l'urgence pour les Mahoraises et les Mahorais, et à plus long terme, parce qu'il ne faudra pas l'oublier, pour soutenir les efforts de reconstruction qui seront longs, qui seront difficiles. Puisqu'on en parlait dans la première partie d'Elon Musk, l'ami de Donald Trump, est-ce que c'était une bonne idée de faire appel à son système de satellites pour Mayotte ? Je crois que l'important, c'était que le plus rapidement possible, les familles mahoraises puissent entrer en contact avec leurs proches. J'ai été très touché par les échanges que nous avons eus avec le président de la République à Djibouti, avec des soldats mahorais postés sur place qui n'avaient toujours pas, lorsque nous nous y sommes rendus, fin décembre, de contact avec leur famille. Il fallait trouver des solutions d'urgence,
et c'est celles qui ont été identifiées. Quelle réponse il faut donner aux agriculteurs qui ont repris leurs manifestations et potentiellement des blocages? Ça fait 1 an qu'ils protestent. Je comprends parfaitement pourquoi. Ils n'en peuvent plus des lourdeurs administratives qui pèsent sur leurs épaules. Ils n'en peuvent plus de la concurrence déloyale des producteurs étrangers. Et c'est pourquoi tous les gouvernements, depuis que la révolte a explosé, si je puis dire, l'année dernière, se sont mobilisés pour obtenir d'abord de la Commission européenne des mesures d'urgence et de simplification, et ensuite pour mettre sur pied une loi d'orientation agricole qui, si je puis dire, aurait déjà été votée si nous n'avions pas eu la censure. François Bayrou ne les recevra que dans 8 jours. Est-ce que ce n'est pas un peu trop tard? François Bayrou connaît bien le monde agricole. Et il a insisté pour pouvoir les recevoir, entendre leurs attentes et faire en sorte que cette loi d'orientation agricole, qui sera prochainement à l'ordre du jour du Parlement... Prochainement, vous pouvez être plus précis, parce que c'est une attente forte de la part des agriculteurs. Je ne veux pas me substituer au ministre des Relations avec le Parlement, mais je vous l'ai dit, le texte est prêt depuis bien longtemps. Et si le gouvernement précédent n'avait pas été censuré, il est possible que ce texte aurait été déjà adopté. Le grand jury, question express. Vous connaissez le principe, c'est une série de questions avec des réponses par oui ou par non, pour ou contre. Pour ou contre d'abord le dry January? Contre. Pour quelle raison? Parce que la modération, c'est tout au long de l'année. Pour ou contre la légalisation du cannabis? Contre. Parce que nous avons besoin de lutter de manière féroce contre les trafics qui ne concernent pas seulement des sujets de santé publique, mais aussi des sujets de sécurité. Vous n'avez jamais fumé de cannabis? Pardon? Vous n'avez jamais fumé de cannabis? Ça a peut-être pu m'arriver dans ma lointaine jeunesse, mais comme je l'ai dit, le principe cardinal que je me suis fixé, c'est la modération. Pour ou contre les zones à faible émission en centre-ville, pour interdire les voitures polluantes? C'est un objectif louable. Vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas de diesel? Je suis banlieusard, si je puis dire, j'habite à Versailles, et donc je connais les difficultés de celles et ceux qui doivent gagner le centre-ville. Je connais donc les contraintes qui s'exercent ou qui sont provoquées par l'installation de ces zones à faible émission. Mais je pense néanmoins que nous devons nous acheminer progressivement et sans brusquer, et de manière équitable, sans brusquer personne, vers ces zones de faible émission. Pour ou contre la fermeture du Marineland d'Antibes? Alors là, il faudra me donner un tout petit peu plus d'éléments. Vous savez, c'est les orques dans les piscines qui sont dans le Marineland, et donc le centre va fermer. Grand débat en France ce week-end, mais vous étiez en Syrie. La cause animale, bon. Oui, en Syrie, on en a un petit peu moins parlé, mais ceci étant dit, vous savez que nous serons très mobilisés cette année au sujet des océans, puisque nous accueillerons à Nice la 3e conférence des Nations Unies pour l'océan, qui a vocation à être, pour la sauvegarde des océans, l'équivalent de ce que l'accord de Paris a été pour le climat. Alors, de l'ancien ministre de l'Éducation, Claude Allègre, qui est mort ce week-end, vous retenez le grand scientifique ou le climato-sceptique? Je retiens le grand scientifique, la médaille d'or du CNRS, l'engagement résolu au service de l'école. Le grand jury 2027, c'est demain. Alors, 2027, on en parle effectivement dès aujourd'hui. François Bayrou ferait-il un bon candidat pour la prochaine présidentielle? Je crois que la question n'est pas celle que se posent aujourd'hui les Français. François Bayrou est aujourd'hui Premier ministre et depuis quelques semaines seulement, il est pleinement à sa tâche. C'est le candidat naturel du MoDem, quand même, s'il y a une présidentielle. C'est le président du MoDem, même. Et donc potentiellement le candidat naturel. C'est à lui qu'il faut poser la question, mais je crois qu'il est occupé par Mayotte, par le budget et par la loi d'orientation agricole. Généralement, il va falloir en 2027 un candidat qui va rassembler tout le camp central. Bien sûr, je crois que nous avons besoin et intérêt à n'avoir qu'un seul candidat en 2027. Mais si ce n'est pas François Bayrou, le candidat du camp central, ça pourrait être Édouard Philippe, Gabriel Attal, vous avez des... Je crois qu'à nouveau, ce ne sont pas les questions du moment et je regrette de vous décevoir en cette première émission de l'année. Mais il y a un successeur à François Bayrou au MoDem pour la présidentielle? Mais vous savez, François Bayrou n'est pas seul au MoDem. Il a fait vivre depuis de longues années un collectif qui l'a accompagné dans tous ses combats. Donc il a des successeurs potentiels. Donc il a des soutiens potentiels et même des soutiens avérés pour l'action qu'il mène aujourd'hui au gouvernement. Je ne parlais pas de soutien, je parlais de successeurs. La question ne se pose pas aujourd'hui. Il est président du MoDem, Premier ministre. Est-ce que vous avez des nouvelles de Gabriel Attal? Il est aux abonnés absents depuis la censure de Michel Barnier. Gabriel Attal
est président de l'un des groupes principaux à l'Assemblée nationale. Il est pleinement à sa tâche et il contribuera, j'en suis certain, le connaissant, à ses travaux de préparation du budget et sur les autres sujets. François Bayrou a des relations avec lui, des échanges justement pour préparer la suite, préparer le budget? Pour le Premier ministre, le président d'un groupe aussi important qu'Ensemble pour la République est un partenaire essentiel. Est-ce que le bloc central, enfin plus précisément, est-ce que le macronisme survivra à 2027? Est-ce que pour vous, il restera quelque chose après qui relèvera du macronisme? Il y a dans ce pays un grand courant central qui prend ses sources au début du XXe siècle et qui, grâce à la ténacité de François Bayrou et au talent d'Emmanuel Macron, en 2017, s'est retrouvé aux responsabilités, au Parlement, au gouvernement. Après 10 ans de pouvoir, est-ce que la question de l'existence de ce bloc central ne se pose pas? Je crois que ce bloc central représente un courant très profond, très vivace dans la société française et qui a vocation à perdurer. Est-ce qu'il s'est structuré et installé suffisamment pour 2027? Ça fait partie des sujets auxquels nous devons travailler. C'est-à-dire structurer cet espace central, faire en sorte que nos idées, nos idéaux puissent continuer à être défendus, à être promus au-delà, si je puis dire, de 2027, même si là, vraiment, on s'éloigne beaucoup des préoccupations. Mais avant 2027, il y a les municipales de 2026. Est-ce que là, vous souhaitez des candidatures uniques, du socle commun, notamment dans les grandes villes? Est-ce que ça vous semble indispensable de vous rassembler pour Vous savez, l'élection municipale, c'est par définition une élection pour laquelle il faut rassembler. En tout cas, si l'on souhaite l'emporter. Il me semble assez naturel que dans un certain nombre de villes, c'est déjà le cas d'ailleurs, les composantes de ce qu'on appelle le bloc central puissent se retrouver pour proposer comme les composantes ont un peu bougé ces derniers mois, avec notamment le rapprochement avec les Républicains, est-ce que ça veut dire que le bloc central aujourd'hui, et notamment pour les élections municipales, ça veut dire les macronistes, le MoDem, Horizon et les Républicains? Vous me parlez des municipales. Demandez à n'importe quel maire de France la manière dont il compose sa liste et s'il regarde les étiquettes ou les visages des hommes et des femmes qui l'accompagnent, il vous répondra que c'est la deuxième solution qui compte. Perrine Ternant. Un petit mot peut-être pour finir cette émission de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal qui est emprisonné en Algérie depuis 50 jours. Son nom n'a pas été évoqué par Emmanuel Macron lors de ses vœux de la nouvelle année. Est-ce que vous le regrettez? Je suis, comme le président de la République, très préoccupé par le fait que la demande de libération adressée par Boualem Sansal et ses avocats a été rejetée. Je suis préoccupé par son état de santé et, comme vous le savez, la France est très attachée à la liberté d'expression, la liberté d'opinion et considère que les raisons qui ont pu conduire les autorités algériennes à l'incarcérer ne sont pas valables. Quelles sont les initiatives diplomatiques que vous avez pu prendre jusque-là pour sa libération? Ce sont des initiatives que nous prenons à tous les niveaux et depuis qu'il a été inquiété pour obtenir sa libération. Mais est-ce que le rapport aujourd'hui avec le pouvoir algérien rend difficile, y compris les moyens de pression pour... Vous savez, vous m'interrogez sur le rapport que nous avons avec l'Algérie. Nous souhaitons entretenir les meilleures relations avec l'Algérie. C'est l'intérêt de l'Algérie et c'est l'intérêt de la France et des Français. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons, en 2022, les rapports sont pas... il y a 2 ans, presque 3, rédigé une feuille de route. Président de la République, président Tebboune. Nous tenons à ce que cette feuille de route puisse être suivie. Mais nous observons des postures, des décisions de la part des autorités algériennes qui nous permettent de douter de l'intention des Algériens à se tenir à cette feuille de route. Parce que pour tenir la feuille de route, il faut être 2. Merci beaucoup Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et vice-président du MoDem, était notre invité ce dimanche dans le Grand Jury. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Le Grand Jury RTL Le Figaro Public Sénat M6.